Alors, ce que nous allons voir ensemble, déjà, qu'est-ce que c'est que le scavenging, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans la colonne d'eau et comment les particules font la soustraction chimique et l'entraînement. Goldberg, donc je vous ai parlé de Goldschmidt, il y a eu la guerre, il est mort, et puis il y a eu toute une génération qui sont en fait pour moi encore un certain nombre aussi de guides qu'on a eu dans ce métier. Et Goldberg en a fait vraiment partie, ça a été le premier géochimiste marin, historiquement. Et bon, si d'autres m'entendaient, mais en fait ils sont tous morts, ça va, personne m'en voudra. On va parler un petit peu des particules marines, on va parler du processus d'absorption et on va regarder comment, grâce à deux traceurs, le thorium-234 et le thorium-230, comment on arrive à faire, avec le premier, je suis désolée c'est en anglais, des flux d'export depuis les eaux de surface, et comment avec le thorium-230 on arrive à comprendre et à quantifier la soustraction et la dynamique des particules sur toute la colonne d'eau. Alors quand on voit l'importance qu'ont les particules à emmener le flux de carbone en profondeur, d'être capable de dire elles vont à telle vitesse, elles ont telle dynamique, c'est-à-dire elles échangent à ce rythme-là entre le particulaire et le dissous, ça a été un terrible progrès en océanographie. Et je vous illustrerai ça à un moment donné avec ce que j'ai appris en cours quand j'étais plus jeune et ce qu'on comprend aujourd'hui. Donc le scavenging, il a été observé par Fritz Haber, Karl Turekian, que la concentration océanique de beaucoup d'éléments chimiques était beaucoup plus faible que leur abondance à la surface des continents et que leur flux d'apport laisserait le supposer. Alors, le premier en tête, c'est le fer. Le fer, quatrième ou cinquième élément en abondance à la surface de la Terre, une concentration sur Terre absolument énorme. Pour mesurer du fer, il faut se planquer de tout parce qu'il y en a partout, en particulier sur un bateau océanographique, vous mettez dans un petit container protégé et tout. Et puis en mer, il y en a pas. Il y en a très peu. Il y en a vraiment nanomole, sous la nanomole, donc il n'y en a vraiment pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est la géochimie qui répond. Et les particules, elles vont séquestrer des éléments réactifs. Donc, entre autres, le fer, le cuivre, le thorium, le protactinium. Donc, elles vont jouer un rôle extrêmement important. Et pourtant, les particules elles-mêmes, elles sont extrêmement peu abondantes dans un litre d'eau. Dans un litre d'eau en mer, vous avez entre 50 et 10 microgrammes par litre de particules. Très, très peu, très discrètes. Mais alors, elles sont là et elles font un boulot de régulateur de la composition chimique de l'océan. Et les particules, on va voir ensemble, on fait des catégories de taille, mais les plus fines, c'est-à-dire la gamme entre 0,01 et 100 microns, vont proposer une grande surface de réaction, elles sont fines, mais elles vont proposer une surface de réaction pour fonctionner un petit peu comme des résines échangeuses d'ions quand on est dans le laboratoire de chimie, et récupérer des éléments chimiques quand elles vont traverser la colonne d'eau. Alors, l'absorption, ça va être le principe, c'est une réaction qui est assez difficile à quantifier. Et ici, vous avez un schéma d'une phase solide, qu'elle soit homogène ou qu'elle soit hétérogène. Vous avez une phase liquide, et puis vous avez l'élément, les petites boules noires, là, c'est l'élément chimique qui peut s'absorber et qui peut se redésorber selon les conditions dans lesquelles on se trouve. Donc ça va être l'adsorbant, et ça va être les sites actifs qui sont représentés ici. Alors homogènes, ils ont tous la même tête, mais c'est un schéma. Et puis hétérogènes, ils n'ont pas tout à fait tous la même tête. Et ça, c'est la surface d'échange ici. C'est un schéma, comme pour une résine exactement. Et c'est une réaction réversible, c'est-à-dire que vous pouvez absorber à un endroit et à un autre endroit pour des questions qu'il faut encore comprendre, la plupart du temps. Il peut y avoir une redésorption. Donc, il y a une absorption chimique et une absorption physique qui sont dues, d'une part, à l'arrangement, pour la chimique, à l'arrangement atomique à la surface de la particule. C'est des choses qu'on arrive à explorer de mieux en mieux maintenant avec des objets comme la lumière, etc. Et vous avez l'absorption physique qui va être plus due aux forces électrostatiques qu'on appelle les forces de Van der Waals. Et ces deux mécanismes chimiques et physiques sont évidemment affectés par la force ionique. Or, quand on passe de l'eau douce à l'eau de mer, quel est le truc qui change le plus? C'est la force ionique, et en milieu marin, la force ionique, c'est très très important. Les conséquences de la réactivité d'un élément chimique par rapport à ce phénomène d'absorption, par exemple, c'est si vous avez par exemple le sodium, le potassium, le magnésium, le césium qui ne réagissent pas.
qui ne réagissent pas, eh bien vous allez avoir une concentration dite conservative, c'est-à-dire que tout au long de la colonne d'eau, au regard du géochimiste, la concentration de l'élément chimique ne va pas changer. En fait, je suis comme d'autres océanographes, on mesure la salinité en mer. La salinité, on mesure des variations de salinité significatives à la 4e décimale, donc elle change. Mais honnêtement, il n'a plus, il ne change vraiment pas. Il donne des profils comme ça, c'est-à-dire qu'elle change, et c'est important d'avoir cette précision pour déterminer des densités et des phénomènes de circulation, mais pas vraiment pour répondre à des questions de traceurs et de dynamique des particules en particulier. Et un élément qui est soustrait, voilà le type de profil qu'on va avoir. Et on va voir pourquoi en particulier on va avoir ce profil, et pas, pour certains autres, je suis désolée, je ne les ai pas, mais quand on prend l'aluminium, il y en a beaucoup en surface, parce qu'il arrive par l'atmosphère, et hop, il n'est pas du tout soluble, donc il ne va pas, et puis il disparaît. Donc le scavenging, l'absorption, ça génère des profils de forme variable. En voilà un exemple ici, mais ce n'est pas le même profil que ça, c'est pas le même profil que ça. Et ça a une importance, ça a une grande importance, vous allez voir pourquoi un petit peu plus loin. Donc la majorité des particules est microscopique. Voilà, là aussi une galerie, hein. Ça c'est un copépote, c'est une phosiacée, ça c'est des salles, c'est des pelotes fécales, ce sont des caca, pardon. Fabulous fécal photo, c'est les excréments. C'est important parce que cette vie dans l'océan, mais c'est comme nous, hein. On mange, on dort, je sais pas trop, on n'a pas chronométré le sommeil des salpes, mais et puis il y a des excréments et ça génère des particules de tout type. Vous avez des agrégats, et les agrégats c'est les plus grosses particules, donc des trucs qui font de l'ordre du millimètre, et vous allez voir qu'on va jouer entre ces particules un peu plus fines et ces particules plus grosses, ici, et en fait les fines représentent de l'ordre de 80 à 90% du stock, donc selon les endroits, et les grosses qui sont beaucoup moins abondantes, mais alors elles, c'est elles qui vont faire la vidange de la couche de surface. Et au passage, elles agglomèrent aussi des petites. Mais comment on a observé ça? Là encore, il a fallu avoir des méthodes indirectes pour comprendre. Je vais y venir. Alors, le spectre de taille des particules est continu. C'est représenté ici. Vous avez le log du diamètre par micromètre. Vous voyez ici donc, que ce spectre est continu. Et qu'en particulier, alors je commenterai ce schéma après, mais on filtre, quand on filtre en mer, on va filtrer à 53 microns, puis on va filtrer à 1 micron, on va filtrer à 0,5 microns, mais en fait on induit, nous, c'est très très technique de dire qu'on a pris des fines particules parce qu'elles font moins de 53 microns, et qu'on a des grosses particules parce qu'elles font plus que 53 microns. C'est-à-dire que c'est opérationnel d'induire une fracture, enfin de mettre une limite entre les grosses et les petites, mais ça n'est pas la vraie vie. D'ailleurs, les chimistes se font régulièrement taquiner, voire un petit peu plus par les biologistes qui disent mais pourquoi vous avez mis une coupure? Et c'est devenu des coupures quasiment internationales, enfin qui sont internationales maintenant, cette filtration à 53 microns, et c'est vrai qu'on voit bien que c'est quelque chose de purement opérationnel. Voilà. Alors là ici vous avez la masse ici et la surface de contact. Et vous voyez que ce ne sont pas les particules qui présentent la plus grande surface qui font la plus grosse flux de masse. Au contraire, ce sont celles qui présentent la plus grande surface. Elles vont faire un stock beaucoup plus abondant, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je reprends ce bloc diagramme, non pas pour le recommenter, mais pour vous rappeler que maintenant l'enjeu, c'est d'être capable de comprendre tout ça. Comment ça se fabrique, comment ça meurt, à quelle vitesse ça chute, et est-ce que quand ça chute, ça échange entre les phases, les différentes fractions. C'est-à-dire que je vous donne une petite réponse, mais ça a pris un certain temps. Et donc on arrive à un des premiers traceurs qui a commencé à être développé vraiment fin des années 70, et les premiers papiers qui ont vraiment fait avancer, c'est 81 et 82. C'est le couple uranium-thorium, et en particulier ce sont les travaux de Bob Anderson, comme jeune étudiant à l'époque, alors ceux qui l'ont croisé à Toulouse l'année dernière, puisqu'il est venu pendant 3 mois, mais qui est un cofondateur avec moi du programme Géotrace. Donc on est de cette génération à qui on a dit allez, au boulot. Alors bon, il a tiré quand même, lui, uranium-thorium, une carte très gagnante. Moi, il a fallu que je rattrape mon vanadium avec le néodyme pendant mon postdoc, parce que vanadium, c'était un peu chiant quand même, hein. Ça ne sert pas à grand-chose.
Alors, donc, pourquoi l'uranium-thorium est un couple absolument fascinant et extrêmement intéressant? En phase dissoute, l'uranium en mer est tellement soluble que quand on mesure la salinité, des relations ont été établies par plusieurs collègues, on a la concentration d'uranium. C'est-à-dire qu'il y a une relation très très facile à déterminer. L'uranium est soluble, donc il est conservatif. C'est-à-dire lui, son profil, il est constant sur toute la hauteur de la colonne d'eau, comme Na+, etc. Par contre, son fils, donc il a une désintégration radioactive, et son fils, le thorium, est insoluble. Donc le thorium insoluble va s'accrocher, aussitôt qu'il est produit, il va aller, dès qu'il traîne une particule, voire lui-même, il se met certainement sous la forme colloïdale, etc., parce qu'il a vraiment une solubilité quasi nulle. Donc, il va s'accrocher sur les particules, et donc à partir de là, il prend un vecteur descendant, un ascenseur, et éventuellement, ces particules, elles peuvent échanger avec des plus grosses particules, on vient de voir que c'était possible, pour aller vers des vitesses de chute plus rapides. Et autre avantage de ce couple uranium-thorium, c'est qu'il y a 3 isotopes du thorium, je n'en traiterai que deux dans ce cours, mais vous avez le thorium-234 qui a une période de 24 jours, c'est-à-dire relativement courte, et donc il va être très très adapté à traiter des processus de surface, alors que vous avez le 230 qui a des périodes de 75 000 ans et qui va pouvoir traiter des processus plus profonds. Pour voir les processus de surface, vous savez, une algue, un bloom de diatomée, ça met 3 semaines à peu près entre le moment où ça démarre et le moment où tout le monde meurt. Mais il y a des algues, elles vivent, c'est sur une journée qu'elles se développent et qu'elles meurent, et qu'elles se développent et qu'elles meurent. Donc les processus de surface sont ultra rapides. Quand vous avez un flux de poussière atmosphérique qui arrive à la surface de la mer, il peut rester un petit temps, puis au bout de quelques temps, il est scavengé, absorbé, pris par la vie, soustrait. Enfin bon, ce sont des mécanismes très rapides. Donc le thorium-234 va être bien adapté à ça. Alors, comment ça marche? Désolé, vous avez trois familles de radioactivité naturelle. Les descendants de l'uranium-238, les descendants du thorium-232 et les descendants de l'uranium-235. Et nous, là, ce que l'on regarde, c'est 2 descendants de la famille de l'uranium-238. Donc, l'uranium-238, période de désintégration, 4,510 puissance 9 ans, milliards d'années, c'est lent. Par contre, lui, le 234, là, c'est rapide. C'est-à-dire qu'en gros, aussitôt qu'il est produit, il va se désintégrer relativement rapidement. En uranium-234, qui lui-même a une période de 2,510 puissance 5 ans, donc de nouveau une période très lente, et qui va produire du thorium-230 avec une période longue pour l'océan, mais beaucoup plus courte que celle de son père. C'est important parce que je vais vous introduire une notion qui est celle dite de l'équilibre séculaire. Et ce qui nous intéresse, c'est justement pas quand on est à l'équilibre, mais c'est souvent quand on est quand il y a un déséquilibre par rapport à cette notion d'équilibre séculaire. Alors, je vous avais promis, pour ne pas vous stresser, je ne vous donne pas ici le détail de toutes ces équations de radioactivité, mais il y a 2 grands schémas, c'est quand il y a des intégrations sans production simultanée et des intégrations avec production simultanée. Ce que ça donne graphiquement, c'est ici vous avez un truc comme le carbone 14 par exemple, vous avez vous avez une désintégration au départ, et puis il n'y a pas de production en même temps. Le fils lui-même, quand le carbone 14 décroît, il va donner une carbone 12. Il ne va pas redonner quelque chose qui a une croissance radioactive. Donc, vous avez ici la courbe que cela donne. Au bout d'une période, vous avez la moitié du nombre d'atomes que vous aviez au départ, et puis au bout de 2 périodes, vous n'en avez plus qu'un quart, au bout de 3 périodes, etc. Ça donne une courbe de type P égale P0 de moins lambda T. C'est celle qui sert à la datation des eaux grâce au carbone 14. Et puis, vous avez celle d'une production, comme le père qui se désintègre, mais le fils aussi reproduit des choses. Alors l'équation c'est ça. Et ce que vous voyez, c'est qu'en fait, ça c'est l'évolution de l'abondance du fils. Et vous voyez qu'elle tend vers une asymptote qui est qui est la même activité en fait que le père. C'est ce que l'on appelle l'équilibre séculaire. Et en fait, c'est un principe assez simple à comprendre. Ou du moins, j'essaye de... Je ne suis pas la seule, hein, on a essayé de l'illustrer pour que tout le monde comprenne. Si vous avez
prenez un tuyau d'arrosage. Vous avez un robinet qui vous distribue un tout petit filet d'eau. Ça, c'est l'uranium 234 ou 238, peu importe, avec sa période très lente. Et il va remplir très lentement le fils. Et le fils, au bout d'un certain nombre de périodes, en fait, sa désintégration et son activité va être conditionnée. Il ne pourra pas faire mieux que ce que lui apporte le père. C'est-à-dire que même si vous augmentez le tuyau d'arrosage, qui est celui du fils, c'est-à-dire le tuyau qui part, il a une plus grosse période, par exemple, là. Vous avez le père, et puis vous avez le fils ou le petit-fils qui a une plus grosse période. Et donc, il va partir ça va se vider plus vite, mais c'est conditionné par ce qui arrive. Donc, en fait, à un moment donné, vous ne pourrez pas avoir une activité plus forte que celle que le père impose, parce qu'il a un débit très, 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 très rapide. C'est exactement... Je veux dire, le tuyau d'arrosage, je prends mon tuyau d'arrosage de départ, c'est un petit filet. Vous augmentez le diamètre, ça ne change rien. Le fait que vous ayez augmenté le diamètre, c'est quand même conditionné par le filet d'eau qui va rentrer dedans. Donc cet équilibre séculaire, c'est très important parce que ça signifie qu'au bout d'un certain nombre de périodes de désintégration du fils, 3, 4, il y a la même activité que celle que le père a donnée. Donc le père et le fils sont en équilibre. Et c'est ce qui se produit pour le thorium. Et le truc, c'est que grâce à la présence des particules, alors la radioactivité nous dit, en gros, s'il ne se passe rien dans la colonne d'eau, vous avez le père qui est conservatif et qui désintègre, vous avez le fils qui est produit, vous attendez quelques périodes, ce qui ne dure pas longtemps, et vous devriez avoir un équilibre. Et puis, on observe qu'on n'a pas d'équilibre, c'est le déséquilibre qui est très intéressant. Et qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que vous allez avoir la production du père dans la solution, si on le fait schématiquement. Il y aura une désintégration du fils, donc ça c'est l'arrivée, production par l'uranium. Le thorium se trouve dans la solution. Une partie se désintègre. Une autre partie, parce qu'il n'est pas soluble, va aller s'absorber sur les particules. Sur ces particules, comme il a une période courte, on considère aussi qu'il se désintègre, et puis ça chute. Et donc on a un schéma conceptuel qui permet d'écrire des équations. Ces équations, là on va les suivre ensemble, parce que c'est quand même important. On reproduit, comme sur ces petites boîtes, on dit la variation de la concentration de thorium dans cette boîte-là, c'est le terme de production, c'est-à-dire le père qui se désintègre et qui amène son thorium dans la boîte, moins la soustraction par désintégration, le lambda TH, c'est très classique en radioactivité, moins l'absorption sur les particules, et c'est ça qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est deux choses, de comprendre la dynamique de l'absorption, le K, donc on fait K multiplié par la concentration de thorium dans cette boîte, c'est-à-dire une réaction chimique d'ordre 1, et on va essayer de déterminer cette constante. Et l'autre chose, c'est d'essayer de voir à quelle vitesse ça descend, c'est-à-dire à quelle vitesse le thorium, certes, mais le carbone, enfin tous les autres éléments sont transportés par ce véhicule qui est la particule, que l'on peut considérer comme un petit train qui amène tout le monde, hein. Pas que le thorium. Le thorium il est utile, mais il est en lui-même, c'est pas tellement lui qu'on cherche, c'est les autres, et on va y revenir. Alors, donc ça c'est vraiment très facile, parce que vous obtenez, quand vous considérez, alors c'est une hypothèse qu'aiment beaucoup faire les géochimistes, vous dire on est à l'état stationnaire, c'est-à-dire que cette variation dans la petite boîte ici ne change pas au cours du temps, il y en a autant qui rentre que ce qui sort. Alors qu'est-ce que c'est qu'un état stationnaire? C'est un compte en banque bien réglé, c'est-à-dire où vous avez vos salaires qui rentrent, et puis ce que vous dépensez, c'est à peu près équilibré avec ce qui rentre. L'état post-stationnaire, c'est le salaire rentre, et puis on est un panier percé, et à un moment donné, il y a le compte en banque qui se vide. Donc, que le compte en banque, le stock d'argent qui est dedans ne bouge pas, ça dépend des termes d'entrée et des termes de sortie, c'est-à-dire qu'on équilibre les deux. Si vous perdez de l'argent régulièrement, c'est que vous avez une terriblement mauvaise gestion de votre compte en banque, que vos termes de sortie sont plus forts que vos termes entrants. Donc, oui, je ne fais pas un cours de finance qui peut rentrer, c'est bien de la géochimie marine. Mais c'est en général, mes étudiants, d'un seul coup, ils disent, merde, elle parle du compte en banque, là, de quoi elle a parlé. Donc, l'état stationnaire, c'est pas qu'il ne rentre pas quelque chose, c'est pas qu'il n'en sort pas, c'est que le stock dedans ne bouge pas, donc on peut l'appliquer comme étant égal à 0. Et là, on en sort une formule qui va dépendre de quoi? Du terme de production, du terme de désintégration, et donc que des choses connues. Et donc on peut déduire de ce mécanisme-là le K1. Et après,
on va avoir le temps de résidence de notre thorium dans la petite boîte de surface qui est l'inverse de ce K. Donc, si on peut discuter sur ce terme-là, si le terme de production par le thorium par l'uranium est égal au terme de désintégration, le 234 qui est produit est perdu par la désintégration, donc K égale 0 et le temps est infini. Si K égale 0, je reviens ici, si ces deux-là sont égaux, ça va être égal à 1, 1 moins 1 ça fait 0, K va être égal à 0 et au contraire, là, ça c'est pas soluble, 1 sur 0 ça n'existe pas, donc on va tendre vers l'infini. Ça veut dire en gros que que la seule chose qui détermine la soustraction du thorium 234, c'est la radioactivité, qu'on est à l'équilibre séculaire et qu'il ne se passe rien dans la boîte. Donc il n'y a pas de particules. Si, au contraire, le 234 dans la solution est très faible, celui qui est produit par désintégration a été fixé par les particules. Alors au contraire, si lui il est très faible ici, le K1 va être très très grand et du coup, le temps de résidence au contraire va tendre vers 0, c'est-à-dire qu'il va disparaître. Et si cette vitesse de fixation par les particules est constante, c'est-à-dire que K1 répond à peu près à la même dynamique dans la boîte que vous avez définie, alors la concentration à laquelle vous êtes arrivé dans votre petite boîte pour le 234 ne dépend que de termes constants, donc elle est constante. Alors, ça c'est des hypothèses. Si la vitesse de fixation de nain, elle n'est pas vraiment constante, elle est variable avec la quantité de particules présentes. En général, l'absorption va être très forte en surface et plus faible en profondeur. On va le voir avec une figure qui illustre ça. Maintenant, on n'a pas que des informations sur le... On a cette boîte-là maintenant. On peut faire le même exercice que sur la solution dans cette petite boîte ici. C'est-à-dire, on prend les particules, on dit, qu'est-ce qui rentre? K1 qui vient de la solution, donc il rentre ça dans ma boîte. Qu'est-ce qui se désintègre? Le thorium particulier qui est présent dans la boîte. Qu'est-ce qui chute? Vitesse de chute. Et on écrit une équation qui ressemble exactement à la première. Même principe, qui va nous permettre d'accéder au temps de résidence des particules en surface. On analyse le thorium 234 qui a été retenu par la filtration de l'eau de mer. Donc l'équation, ça va être le terme je viens de la solution, c'est le K1 qui vient de la solution, moins ce qui part par désintégration, moins ce qui part par la soustraction. Kp va nous donner la vitesse de chute de la particule. Je passe là-dessus, vous pouvez revenir en détail, mais pareil à l'état stationnaire, même hypothèse. Je me passe tout de suite à la discussion, et c'est très intuitif. Vous comprenez tout de suite que si, pareil, de la même manière, on n'est gouverné que par des termes de radioactivité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déséquilibre, alors en surface, le Kp est égal à 0 s'il n'y a pas d'absorption, et le temps de résidence de notre thorium, et donc des particules, va être tendre vers plus infini, en fait c'est parce qu'il n'y en a pas. Si le 234 total est très faible, ça veut dire que tout le 234 est produit par la désintégration et perdu par sédimentation. Il a à peine le temps de se fixer sur les particules, qu'elles quittent la couche de surface, ça va faire un flux très élevé. Et enfin la vraie vie, parce que là je vous ai parlé de théorie, etc. Ça a été, on va dire, un des papiers fondateurs. C'est incroyable que ce soit si clair sur le... Je ne sais pas ce qui se passe au niveau de l'écran, mais vous avez un écran fatigué. Hein. Il mange la moitié des chiffres. Je vous assure que sur mon écran, c'est beaucoup plus lisible. Voilà, donc le thorium 234 ici, alors on va la regarder ensemble. Cette image, vous avez la profondeur, on va jusqu'à 200 mètres de profondeur à peu près. Vous avez l'activité des éléments, vous avez celle de l'uranium. Donc s'il ne se passait rien, s'il n'y avait pas de particules, on serait dans les cas où K1 et Kp égale 0, et vous n'auriez rien, un équilibre parfait entre le thorium et l'uranium. Et lorsque l'on mesure le thorium, alors on mesure le thorium dissous, c'est le bleu, le thorium particulier, c'est le noir, et le thorium total, c'est la somme de lui plus de lui, c'est le rouge. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que dans la couche de surface, vous allez avoir au départ finalement pas trop de thorium particulier, et puis là un maximum qui correspond juste au minimum de thorium dissous. C'est merveilleux, hein, c'est un très très beau résultat. Il était en thèse, hein, il a dû être super content quand il a eu ça, parce que le papier, Nature, machin, un des plus cités au monde. Voilà, donc c'est très très bien, mais n'empêche que ça illustre bien que le modèle marche, c'est-à-dire que, et on peut, avec ce modèle-là, et en appliquant les équations ultra simples que je vous ai montrées, on peut tout à fait calculer que les particules restent de l'ordre de 17 jours dans la couche de surface. Et
On va y revenir, mais ce thorium qui a été soustrait a généré un flux que l'on peut déduire aussi en comparant, en calculant l'aire de soustraction qui nous donne le flux de thorium qui a été soustrait ici. J'y reviens. Donc ça marche, et ça marche pas trop mal. Donc ça c'est le truc complètement théorique, hein, le schéma théorique qui sort de là, c'est les particules, le dissous, et ce déséquilibre ici entre l'uranium et le thorium qui va nous donner l'export de 234. Alors ce déséquilibre, c'est important, hein, il faut le faire sur l'activité totale. Parce que si vous avez du thorium dissous et du thorium particulier, mais que la somme des deux, ça donne ça, ça veut dire que les particules sont restées là. Elles ne sont pas parties. Je suis claire ou pas? C'est-à-dire, si vous avez les deux, vous les additionnez, vous revenez à l'équilibre. Ben, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de dynamique de flux qui a soustrait les particules. Ce résultat-là, il est à la fois dû au fait que vous avez l'absorption du thorium dissous sur les petites particules, et que ces petites particules, elles ont été scavengées et emmenées, elles ont été entraînées vers le fond. Parce que si vous faites la somme des deux et vous retombez sur l'équilibre, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de dynamique particulière. Donc, c'est un outil terriblement important qu'on mesure maintenant dans pratiquement... Enfin, c'est vraiment dommage de ne pas le mesurer dans toutes les campagnes en mer, mais Nolwenn en sait quelque chose, elle est en train de le faire, et d'exploiter les résultats. Et je vais vous montrer une illustration ici, assez spectaculaire de comment ça marche, hein, le thorium 234. Donc vous avez sur ces figures, alors d'abord où est-on? On est dans le Pacifique. Dans le Pacifique, à côté d'Hawaï ici, et ici toujours dans le Pacifique nord-ouest, dans une région beaucoup plus productive. Alors ici on est dans une région peu productive, c'est-à-dire un petit désert océanique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'activité biologique, et il n'y a pas beaucoup de soustraction, il n'y a pas beaucoup d'export. Alors, vous avez représenté avec les petits triangles, c'est la chlorophylle, que vous suivez dans les... c'est pas des mètres, excusez-moi, c'est un paramètre que les océanographes aiment beaucoup, c'est la densité potentielle. C'est-à-dire, c'est la densité de l'eau. C'est des niveaux d'eau avec des couches de plus en plus denses. On va dire qu'on est dans les 200 premiers mètres. C'est à peu près ça. Et donc, vous avez ici l'activité du thorium, et ici, c'est si on est à l'équilibre. Vous avez la chlorophylle, donc il n'y a pas beaucoup de chlorophylle, et on est à l'équilibre en thorium avec l'uranium, c'est-à-dire qu'ils ont fait beaucoup de mesures, mais en fait, pour voir qu'il n'y avait aucun déséquilibre, on est parfaitement, donc on est dans le cas K1 égale 0, Kp égale 0. Ici, par contre, vous êtes dans une région très productive, vous avez l'équilibre, vous avez beaucoup de chlorophylle, toujours pareil, dans les 200 premiers mètres, simplement la densité change, parce que c'est des eaux plus froides, mais c'est la même profondeur. Ah maintenant, 60, oui c'est ça, oui c'est ça, dans les 200 premiers mètres, à peu près à 300, voilà. Donc ça a été mis en face, et vous voyez que vous avez beaucoup de chlorophylle, et vous avez que là, pour le coup, il n'y a plus de thorium 234. Donc, et ça c'est le total, donc non seulement il y a eu soustraction dans le dissous, mais il y a eu soustraction des particules qui ont été exportées vers le fond, et c'est cette partie-là qui est vraiment très intéressante. Sauf que c'est intéressant de le faire pour le thorium, mais en fait ce qui nous intéresse, c'est pas le thorium, c'est le carbone dans l'affaire. Parce que Mathieu Roy-Barman qui travaille beaucoup sur le thorium dira, mais oui, le thorium en lui-même, il est très très bien, Catherine. Oui, mais ça ne suffit pas. Il faut être capable de relier ce thorium au fer, au néodyme, au cuivre, au zinc, aux éléments nutritifs, à la silice, etc. Alors il y a eu des gros travaux de fait, de relier en fait le flux de carbone organique dérivé du thorium 934 à la production primaire. Alors déjà, comment on fait? Excusez-moi, quand on est là et qu'on a notre thorium qui a été mesuré sur un filtre et qu'on veut le comparer au carbone organique, à la même profondeur, on fait la mesure de carbone organique. On n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on a des filtres qui vont nous permettre de mesurer le thorium et on a des filtres qui vont nous permettre de mesurer le carbone organique. Et ça serait facile. Ça, c'est la grosse difficulté du prélèvement en mer des océanographes, si les filtres étaient compatibles entre eux. Mais la plupart du temps, alors là, en l'occurrence, pour le thorium, on prend du QMA aussi, on prend les mêmes. Mais il y a des fois où on est obligé de faire deux filtres l'un à côté de l'autre. On va y venir. Pour les métaux en trace, par exemple, vous ne pouvez pas mesurer les métaux en trace qui sont exportés en même temps que le thorium sur le même filtre. Le thorium et le POC, le POC, particulate organique carbone. Donc le carbone organique particulier vont être mesurés sur le même filtre. Par contre, pour les métaux en trace, ce n'est pas le cas.
Et donc, quand vous avez les deux mesurés sur le même filtre, vous pouvez faire un rapport entre le thorium et le POC qui va vous donner l'export du POC. Et quand vous avez à côté, avec beaucoup de précautions, à la même profondeur, avec le matériel proche, mesurer vos éléments de trace, vous allez aussi faire accéder à l'export. Donc, ça, c'est le flux de POC déduit du thorium. Et ça, c'est la production primaire totale. Alors, c'est une notion, je vous introduis ici une notion d'océanographie qui est très importante. C'est la production primaire totale, c'est tout ce qui va pousser sur une pelouse marine, là, le phytoplancton se développe, en utilisant tous les sels nutritifs, etc. Et là, ça c'est ce qui va être exporté en fait. C'est-à-dire que vous avez ce qui a été produit, et puis il y a une fraction seulement qui va être exportée, parce qu'il y a une grosse partie de cette production primaire, elle est recyclée tout de suite en surface. Ça va très très vite quand même. Et donc dans la couche de surface, vous avez, dès que la production primaire est faite, vous avez ce qu'on appelle de la reminéralisation, de l'attaque bactérienne. Il y a des espèces phytoplanctoniques qui meurent, elles sont dégradées, ça donne un produit nutritif qui va être réassimilé, et ça fait une petite boucle en surface qui donne de la verdure, mais qui n'exporte pas. Et ce qui compte, c'est de mesurer l'export. Et donc, c'est à ça que le thorium est vraiment très précieux, c'est de nous aider à faire l'export. Et vous voyez que des fois, très rarement, finalement, il y a des régions du monde qui sont en général là où il y a beaucoup de production, où la production, dans les régions polaires, ou dans les régions comme la mer d'Arabie, ou au moment d'un bloom, on va avoir un très très fort export par rapport à la production primaire, c'est-à-dire que la moitié de ce qui a été produit à peu près va être exporté, mais la plupart du temps, il y en a entre 2 et 10% de ce qui est produit en surface, qui est vraiment exporté, le reste est recyclé dans la couche de surface, qu'on appelle la production régénérée. Et en fait, ce flux d'export, c'est lui qui va séquestrer vraiment le carbone en profondeur. Voilà, ça je vais passer. Alors, il faut que je regarde l'heure. On a une pause pour ceux qui ont quelques difficultés, parce qu'on est tôt le matin, et moi je ne peux pas m'endormir, mais je vous comprends. C'est dans un quart d'heure. Donc on aura fini le thorium. Alors justement, on va passer à l'autre thorium. La première chose qu'il faut que je vous dise, c'est que deux éléments chimiques, deux isotopes du même élément chimique, je vais y arriver, doivent avoir le même comportement chimique. Puisqu'en fait, ce qui détermine le comportement chimique d'un élément, c'est ses couches électroniques. C'est pas l'atome lui-même, c'est-à-dire c'est pas sa masse atomique, c'est vraiment la couronne d'électrons et sa capacité à échanger à l'extérieur, etc. Et donc, a priori, si on a dit que j'ai oublié de vous dire un truc, là, dans ce mécanisme-là, on dit on produit et puis on absorbe et hop, ça disparaît. C'est-à-dire qu'on a considéré ici une absorption irréversible. Il n'y a qu'un sens unique. On produit, ça va en solution, ça reste pas parce que ça absorbe les particules et hop, ça disparaît. D'accord ? Phénomène irréversible. Et donc, comme le thorium 230 reste thorium, bien qu'il soit 230, il devrait marcher aussi avec le modèle irréversible, comme celui du 234. Il doit avoir le même comportement chimique, il est produit, le 230, il est produit par le 234, pardon. Il doit avoir le même comportement chimique que le thorium 234, et il est produit lui-même par l'uranium 234. Excusez-moi, c'est une erreur ici. Mais je vous ai dit, il a un temps de résidence très long aussi. L'uranium, ça reste de l'uranium, c'est soluble, et donc son fils, il est produit par un père qui est distribué uniformément dans la colonne d'eau. Les équations vont être plus simples, parce que la désintégration du 230 à 75 000 ans, dans un océan qui tourne à peu près en 1000 ans, c'était mon introduction, finalement, on s'est dit que lambda 230, on pouvait le négliger. Donc la désintégration va être négligée. Tout le thorium 230 produit doit être éliminé que par sédimentation. Donc c'est beaucoup plus simple. Donc si je reprends les mêmes équations que tout à l'heure, au lieu de mettre 234, je mets 230, ou mettre uranium 238, uranium 234, on va avoir la distribution a priori du thorium 230 dans la colonne d'eau qui devrait répondre à quelque chose comme ça, c'est-à-dire production sur soustraction. Et on s'attend à ce que la courbe du thorium 230 dissous, si le mécanisme est irréversible, soit constant avec la profondeur. Donc ça, c'est ce à quoi ça s'adresse, ça c'est ce qu'on a observé dès 81. Donc ça c'est Krishnaswamy 81 et ça c'est Nosaki et al. 81. Ce sont les premières mesures
de thorium-230 dissous en désintégration par minute par 1 mètre cube d'eau, et de 230 particulières en désintégration par minute par 10 puissance 4 litres d'eau, c'est-à-dire 10 mètres cubes d'eau. C'est les pères de la géochimie marine, ils n'avaient pas peur, parce que pour faire les mesures, ils prélevaient, vous allez voir qu'on prélève encore des gros volumes, ils prélevaient vraiment des très très gros volumes. Ça c'est la profondeur, et vous voyez que ces premières données étaient quand même assez extraordinaires. Alors ils faisaient ça par comptage, on prend l'eau, on concentre, et puis après on va mettre ça dans un système de comptage, qui est un collègue, donc ça s'est fait à Woodsole, et ça a été fait en Inde. Et les concentrations sont 10 fois plus importantes que pour le particule, puisque je vous l'ai bien dit, là c'est par mètre cube et là c'est par mètre cube, sont plus importantes que les particules, mais vous voyez que les deux profils sont identiques, mais ils ne sont certainement pas, lui en particulier, thorium dissous, dont je viens de vous dire qu'il devrait être constant avec la profondeur, il n'est pas constant, il augmente avec la profondeur. Il a fallu comprendre. Vous êtes avec l'élément chimique le plus insoluble pratiquement de la classification périodique, et vous voyez, il est produit tout le long de la colonne d'eau par de l'uranium, et on s'attend à ce que ce soit constant, et c'est pas constant, ça augmente. Et le particulaire fait la même chose. Et donc il a fallu admettre, ça a été les travaux de Mike Bacon, de toute l'équipe de Woodsole, il a fallu attendre que, admettre en fait que le thorium-230, en fait, il s'absorbait, puis se désabsorbait, puis s'absorbait, puis se désabsorbait, et que tout le long de la colonne d'eau, ça n'était pas un échange irréversible, c'était un échange réversible. C'est-à-dire que tout insoluble qu'il est, il est très probable qu'il soit sous forme de microcolloïdes, mais peu importe en fait, en termes de dynamique océanique, qui repart dans la partie de l'eau qui n'est pas particule, et qui n'est pas flux, et qui n'est pas extraite, il repart et il rentre en circulation. Donc, ça a été aussi très précieux pour déterminer la vitesse de chute des particules, et c'est à ça que je vais arriver. Je veux juste signaler que quand on montre ce schéma-là, c'est arrivé, pour la petite histoire, pour ceux qui le connaissent, il y en a quelques-uns ici, quand Mathieu Roy-Barman est venu candidater à Toulouse, il a fait un séminaire, et je vais vous montrer ce qu'il avait fait aux États-Unis. Il avait développé la mesure de ce thorium-230 non par comptage, mais par spectrométrie, puisque sont arrivés les spectromètres qui ont permis de considérablement diminuer les volumes d'eau que l'on a pris. Et à Toulouse, on faisait un peu de géochimie marine, il avait très envie d'en faire, donc il candidate et il raconte une histoire en disant... d'ailleurs, il raconte ça, lui. Non, sa courbe, elle est un petit peu plus loin, mais enfin, moi, il avait un truc équivalent à ça. Et il dit, il y a un échange et le thorium soluble. Et là, il y a Jacques Schott. Alors, Jacques Schott, vous connaissez certains d'entre vous, thermodynamicien qui calcule toujours dans son bureau d'état et qui fait confiance à la thermodynamique chimique et qui est devenu tout rouge, et puis il dit mais c'est pas possible, le thorium il est insoluble, c'est pas possible qu'il se reparte dans la phase dissoute. Donc c'est probablement un abus de langage des océanographes, on en est conscient. Il n'est peut-être pas complètement dissous, mais en tout cas il est disponible pour rentrer dans le schéma de circulation, alors que lui, il est sur les particules. Et donc on se sert de ça pour déterminer le cas d'absorption, le cas de désorption, et d'essayer de déduire la vitesse de chute des particules. Et alors là, c'est très intuitif ce que je vais vous dire, mais si vous avez un flux de matière qui va très vite, c'est-à-dire si vous avez des vitesses de chute de particules qui, dans votre colonne d'eau de 0 à 6000 mètres, va partir vite, vous ne laissez pas beaucoup de temps à ce machin s'équilibrer, et du coup, vous allez avoir thorium, en particulier la désorption de se faire, donc vous allez avoir pas beaucoup de thorium dissous. Ça, c'est la résultante. Le thorium dissous, s'il y a des flux forts. Ça, c'est moyen. Et là, c'est si, au contraire, vous avez un flux lent, alors vous allez avoir un échange qui va se faire. On va avoir production d'uranium par l'uranium dans la colonne d'eau, accrochage de ce thorium qui a été produit sur la particule, redésorption, réaccrochage, redésorption, c'est le schéma qui est là. Vous produisez d'uranium, vous avez du thorium, il va s'absorber, et puis la particule, elle va chuter, elle s'est un tout petit peu enrichie en thorium, elle va en rendre, qui va venir s'ajouter au thorium qui est déjà présent et qui a été produit par l'uranium. Je rappelle que tout le long, là, il y a de la production, et au fur et à mesure, vous allez voir le thorium augmenter, et vous allez aussi voir, parce qu'il y a cet échange, la concentration dans les particules augmenter.
tous les autres, il n'y a aucun autre modèle que l'adsorption réversible qui permet de reproduire les courbes que l'on observe. Et donc, si ça va vite, on a une pente comme ça. Si ça va lentement, on a une pente comme ça. Donc la pente nous donne quoi? La vitesse de chute. Si ça va vite, vous allez avoir comme résultat une courbe avec une augmentation dans le dissous qui va être faible, finalement, on ne sera pas loin d'un profil constant. Si ça va lentement, vous allez avoir une pente. Si ça va très lentement, vous allez avoir une pente comme ça. Donc la pente ici, de ce genre de droite, dans un milieu où il n'y a pas trop de circulation, j'y viendrai, ça va vous donner la vitesse de chute. Et on repart avec nos petits modèles. Une boîte en solution, une boîte avec des petites particules, mais cette fois-ci on prend l'adsorption, on prend la désorption. Même principe que tout à l'heure. Qu'est-ce qui est produit? On néglige la désintégration. Dans l'équation, elle est négligée. Elle est représentée ici, mais dans le terme de l'équation. Et donc vous allez avoir, qu'est-ce qui sort de ma solution? Eh bien, l'adsorption sur les petites particules. Qu'est-ce qui revient dans ma solution au cours du temps? La désorption des petites particules. Qu'est-ce qui fait que les particules le thorium des particules disparaît? C'est la chute et la désorption. Et on a une équation pour la phase soluble, la boîte soluble, une petite équation pour la phase particulière, et on peut extraire de ces équations la vitesse de chute, ici, et les coefficients K1 et K-1, c'est-à-dire l'adsorption et la désorption. D'accord? Et donc, si on additionne les deux équations, au fur et à mesure que la particule descend, elle va accumuler du thorium par fixation. À une profondeur donnée, Z, le flux de thorium 230 particulière est déterminé seulement par ce qui a été produit en surface et la vitesse de chute, en fait. Donc, au fur et à mesure qu'elle descend, cette quantité, elle est déterminée par ce qui a été produit au-dessus. Et le modèle réversible, c'est le seul. Il prédit une augmentation linéaire du thorium 230 avec la profondeur. Une faible partie de ce qui est fixé en surface par les particules est redissous en profondeur. Tout se passe comme s'il y avait un équilibre chimique rapide entre la solution et les particules. On n'est plus dans le modèle irréversible. Et là, j'ai rajouté qu'est-ce qu'on sort de ces... Je vous ai tout à l'heure, ça y est dépasse. D'accord? Donc ça, c'est les travaux de thèse de Bob Anderson, encadré par Mike Bacon à l'époque. Et donc, on peut sortir la vitesse de chute en particulier. Et là, sur les exemples sur lesquels il a travaillé, c'était 1000 mètres par an. Alors, je m'arrête là-dessus, parce que moi, quand j'étais en cours, quelques années avant, en Paris 6, en unité d'enseignement d'océanographie, le cours de Yves Lancelot, on m'a dit la vitesse de chute des particules, 3 mètres par an. Bon, à l'époque, on ne savait absolument pas la déterminer, en fait. C'était totalement hypothétique. C'était déterminé par rapport à la vitesse de sédimentation au fond, sauf que tout ce qui descend ne se stocke pas dans le sédiment. Donc, on pensait que les particules dans la colonne d'eau chutaient à 3 mètres par an. En fait, elles chutent entre 300 mètres à peu près par an jusqu'à 2 km par jour, selon le type de particules auxquelles on s'adresse. Donc, évidemment, avec cet outil-là, on est rentré dans une définition beaucoup, beaucoup plus fine du processus. Et donc, je vous parlais de ce que Mathieu avait ramené quand il avait voulu candidater à Toulouse, et qu'il était rentré d'ailleurs, il avait été pris. Là, vous avez, par spectrométrie de masse, du non filtré, du filtré, c'est des mesures extrêmement fines où vous voyez bien cette augmentation linéaire, magnifique, avec la profondeur qui permet, alors lui c'était 300 mètres par an, parce qu'on est dans une région très très peu productive, c'est au sud de Hawaï, ce qu'on appelle une zone presque désertique de l'océan, et où en fait c'est là qu'on peut le mieux appliquer le modèle. Là je vais venir tout de suite à la limite des modèles. Alors vous avez aussi, je vous montre un autre exemple de différence. C'est pour montrer à quel point ce modèle est puissant quand même dans les régions dans lesquelles il n'y a pas beaucoup de courants horizontaux. Parce que dès qu'il y a beaucoup de courants horizontaux, ça se gâte. C'est la principale limite même de ces modèles. Et vous avez ici la comparaison de ce que l'on observe dans une région très productive dans le Pacifique. L'image de chlorophylle, enfin des couleurs de la mer, vous donne une idée de l'abondance de chlorophylle. Ici c'est vert, ici c'est bleu. Si c'est vert, c'est que c'est très productif. Et vous voyez que vous avez la courbe de la dynamique des particules est bien celle qui correspond au flux rapide et avec une vitesse rapide, et vous la comparez ici à la courbe de Mathieu Rabarman et à celle qui a été faite ici, qui sont plus lentes, vitesse de chute plus lente, et vous avez un échange dissous-particules qui permet un enrichissement plus fort dans la colonne d'eau. Et donc ça, c'est vraiment et c'est des résultats très récents en fait.
Ici aussi, un autre exemple, hein, vous êtes près de la côte en rouge et vous êtes au large en marron ou en violet, et vous voyez que près de la côte vous avez une dynamique plus forte avec une soustraction plus rapide, et puis ici, alors je vais parler de ça justement, ce que ça apporte aussi de mesurer le thorium une fois qu'on a compris comment marchait l'outil. Donc vous voyez, vous avez des courbes avec un enrichissement plus fort lorsque c'est plus lent, donc au large où il y a moins de productivité que près de la côte où il y a plus de productivité. Donc on a déduit des vitesses de chute à tous ces endroits-là. Et lorsqu'on arrive et qu'on a ce genre de choses, en fait c'est parce qu'on a au fond de la mer un courant qui génère un éphéloïde, donc on n'est plus du tout dans une logique d'augmentation linéaire puisque tout se soustrait. Et en fait c'est un éphéloïde, c'est comme un gros nuage de poussière mais au fond de la mer. Et ce gros nuage de poussière, eh ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va scavenger le thorium qui est présent, il va le soustraire, et du coup il y en a moins en profondeur. Et là, c'est un travail absolument magnifique qui a été obtenu pendant la campagne Géotrace des Américains. Pour finir là-dessus, le schéma complet, c'est de considérer une solution, des petites particules, mais aussi les grosses particules qui font le boulot de soustraction. Et donc là, on a vu le thorium 234, le thorium 230, le thorium 230. On utilise par exemple aussi le thorium 228. Quand on a les trois thoriums, on a suffisamment d'éléments d'informations pour quantifier tous les termes, mais avec un certain nombre d'hypothèses. Voilà. Mais ça, c'est vraiment le schéma global. Alors, avec la filtration à 53 microns, avec la filtration à 1 micron, 0,5 micron, et puis la solution. Donc attention, les coupures. Et ce schéma n'est qu'un schéma de dynamique de géochimiste, ça n'est pas totalement un schéma de biologiste. Quelques limites de ces modèles. Un modèle n'est pas une image de la réalité, c'est plus compliqué que ça, et toutes les hypothèses dont je vous ai parlé, elles sont rarement remplies, mais je vous ai quand même montré des exemples dans lesquels ça marchait. Donc déjà l'état stationnaire, qui est quand même la clé pour solutionner ces équations, c'est-à-dire le compte en banque qui reste à l'équilibre. En fait, les flux sont variables dans le temps. Quand il y a un bloom qui se met en place, et ben au début il n'y a pas de particules, puis d'un coup il y en a beaucoup, puis après elles meurent et puis il n'y en a plus. Et ça va générer une dynamique qui fait qu'il faut faire extrêmement attention quand on applique l'état stationnaire. On ne peut pas l'appliquer partout, on ne peut pas l'appliquer dans toutes les circonstances. Dans ces modèles-là, je vous l'ai dit, on a fait attention à ce qu'il n'y ait pas un grand balayage par un courant, ou qu'il n'y ait pas un gros mélange vertical. Donc, quand on a du transport latéral de thorium observé, c'est pas bon parce que ça va casser cette mécanique-là, et vous pourriez me dire, ah bah au fond là, c'est peut-être du thorium jaune qui est venu là, on s'en sert. En fait, non, c'est vraiment des particules parce que ça a été observé avec un autre outil, mais ce genre de déséquilibre peut être créé par du thorium jaune. Les schémas d'interaction dissous-particules et particules-particules sont simples. On a mis un ou deux types de particules, des cinétiques d'ordre 1, la nature des phases porteuses du thorium, on a dit que toutes les phases porteuses doivent se comporter pareil. En fait, ça ne marche pas comme ça. Il a fallu vraiment regarder si le calcium, les revêtements d'oxyde de manganèse, etc., allaient se comporter de la même façon vis-à-vis de l'élément chimique. Maintenant, c'est quand même un sacré outil de quantification que ces isotopes du thorium. Et vous avez ici, par exemple, pendant les années Gigoff, c'est-à-dire dans les années 90, un certain nombre d'entre nous ici les ont connus, c'était le monde entier de l'océanographie essayait de quantifier des flux de carbone qui chutaient dans la colonne d'eau avec des pièges à particules. Alors là, le piège à particules, il est représenté dans une situation idéale, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas. Mais ce piège à particules, si il se balance d'un côté ou s'il se balance de l'autre, on le laisse pendant un an. Alors on part avec un bâton, on va mouiller le piège, on repart et puis on espère qu'il a collecté comme il faut les particules pendant un an pour avoir le flux. Puis on revient et on ne sait pas ce qu'il a fait le piège. Et s'il tilt, c'est-à-dire que si un courant le fait se pencher, ce qui arrive en fait, eh bien il va soit surestimer, soit la plupart du temps sous-estimer parce qu'il ne va pas collecter de la même façon les particules qui chutent. Et donc une bonne façon de calibrer ce qui est attrapé par les pièges, c'est de mesurer le thorium, puisque le thorium qui sédimente à un moment donné, il correspond au thorium qui a été produit au-dessus, puisqu'il n'y a pas d'autre solution pour apporter du thorium à l'océan que de le produire.
Donc, on compare ce qui est attendu à ce qui a été mesuré, ça donne l'efficacité de collection du piège à particules. Et si les deux sont équivalents, eh bien, on a une efficacité de 100%. Je peux vous dire que quand on a commencé à utiliser le thorium, on s'est aperçu que la plupart des pièges, ils avaient des efficacités de 20 à 50% à peu près, c'est-à-dire que les flux de carbone mesurés par les pièges, il fallait les corriger. L'autre chose, et ça a été un grand résultat de cette maison ici, je vais vous dire comment ça s'est passé, c'est pas encore l'heure, c'est... alors là, c'est assez joli aussi. Au fond de l'océan, soit ça se dépose très tranquillement, en couche horizontale, bien, parce qu'il n'y a pas de perturbation. Mais comme il y a des courants qui vont prendre des sédiments qui sont déposés à un endroit et en faire un tas à un autre, et du coup, qui vont déshabiller l'endroit numéro 1 pour mettre des piles de sédiments plus importantes à l'endroit numéro 2. Si vous faites une carotte et vous faites un taux de sédimentation à l'endroit 1, vous dites, ouais, ça ne sédimente pas beaucoup ici. Parce que, voilà. Et puis si vous allez à l'endroit numéro 2, au contraire, vous allez avoir des flux, et là, ça sédimente beaucoup. Le problème, c'est qu'en fait, ça sera biaisé parce que c'est le courant qui a transporté un paquet de sédiments d'un endroit à l'autre. Vous voyez ça dans les rivières classiquement, ça se passe aussi au fond de la mer. Ça s'appelle des courants de contour ou des turbidites. Vous pouvez avoir des gros tas de sédiments. Alors en anglais, on va dire focusing. Et en fait, avec le flux de thorium que l'on va mesurer dans le sédiment, on va pouvoir dire « Ah mais non, si le flux est égal à la production, c'est que ça a sédimenté très pénardement, mais si le flux de thorium est supérieur à la production, ben c'est qu'il y a eu un apport latéral de sédiments. » Alors ça, et au contraire, si le flux de thorium est inférieur à sa production en surface, ben c'est qu'il y a eu érosion. Et en fait, je vais vous raconter deux histoires par rapport à ça. Déjà ici, Philippe Pondaven, qui est un des profs et enseignant-chercheur ici, alors il y avait un truc dans l'océan austral, ça s'appelait le paradoxe de la silice, c'est-à-dire que les océanographes qui regardaient la production dans la colonne d'eau disaient « Oh, la production, elle n'est pas costaud, hein, quand même, il ne sédimente pas grand-chose. » Et puis ceux qui faisaient les carottes, disaient « Ouh, les flux de silice au fond de l'Austral. » Comment se fait-il qu'on arrive à faire des flux de silice comme ça si on a une production aussi asthmatique en surface pour des questions compliquées, en particulier de limitation par le fer? Et on a compris après. Et en fait, c'est parce que les carotteurs, avec la recherche de meilleurs lieux de carottes, ils allaient toujours chercher là où il y avait beaucoup de taux de sédimentation. Et donc les zones érodées, ils ne les carottaient pas. Et donc ils voyaient toujours beaucoup de flux de silice. Et donc, grâce à Laurent Dezillo, qui a fait sa thèse et qui a fait des mesures autour de Kerguelen en montrant qu'il y avait des endroits où vraiment, lui, il a mesuré le thorium. Et en fait, il a montré qu'il y avait des endroits où vraiment ça ne pouvait pas venir d'au-dessus parce qu'il y avait beaucoup trop de thorium par rapport à ce qu'on attendait. Ils ont corrigé les zones où il y en avait trop et les zones où il n'y en avait pas assez. Et en particulier, Philippe Pondaven avec Paul Trégat, ils ont rétabli la vérité vraie sur, finalement, la production en surface, elle correspond à ce qu'on trouve au fond, il ne suffit de pas aller systématiquement taper dans les tas. Et ici, ça c'est un travail qui avait fait l'objet d'un papier à Nature. Alors ce qui a fait l'objet du papier à Nature, c'était ça. Là, on est dans le Pacifique équatorial. C'est les taux d'accumulation de barytine. Alors la barytine se forme dans les agrégats produits par l'activité biologique en surface, donc elle se forme quand il y a beaucoup de productivité. Et ce que vous avez ici, c'est les âges glaciaires, interglaciaires, glaciaires, interglaciaires, etc. Et le papier précédent, donc pas celui-là, celui-là c'est celui qui a rétabli, il trouvait des flux de barytine beaucoup plus forts pour les périodes glaciaires dans cette zone tropicale, équatoriale, on est à l'équateur. Donc trouvait beaucoup plus de barytine, donc on déduisait que la productivité à ces régions-là avait été beaucoup plus forte. Mais en fait, c'est du focusing, c'est-à-dire que c'est probablement plus un problème de circulation, parce que quand Marc Antonio a mesuré le thorium, ils ont rectifié, non, à part peut-être ici où il y avait vraiment peut-être un peu plus de production, le flux de thorium a renormalisé tout, ce qui était très décevant pour les premiers auteurs. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous parler de ça. Non, il est 10h. C'est la pause. Je voulais parler du protactinium, mais je pense que ça sera pour une autre fois, sauf si vous demandez le protactinium après la pause. On verra. Voilà.